Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc au sein de cet événement, mois de la création reprise d'entreprise 2023, qui se déroule du 2 au 20 octobre 2023, donc pour notre 20e édition. Donc, événement organisé par Initiative Somme France Active Picardie et co-organisé avec la Chambre de commerce Amiens Picardie, avec le soutien de nos partenaires financiers, donc experts comptables, l'ordre des experts comptables, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, le soutien des comités de communes et d'agglomération de notre département que l'on remercie, et donc avec l'intervention également et le soutien de Groupama. Donc ce mois s'adresse à tout porteur de projet qui a la curiosité, l'envie de découvrir des informations techniques ou thématiques, mais également à toute personne qui s'intéresse à l'entrepreneuriat. Donc, en tout cas, aujourd'hui, donc un sujet, donc s'installer en profession libérale, donc webinaire donc sur ce métier. Alors, comme je dis toujours, voilà, ne pas confondre activité et mode de fonctionnement. Donc là, on parle bien des professions libérales, quel que soit le choix de statut juridique qui sera donc choisi, avec donc ce qui est donc définition du métier, avec donc les incidences sociales, fiscales de ces activités. Et nous avons donc pour intervenir Monsieur Daniel Liseux, que j'invite à se présenter. Daniel, présente-toi. Daniel Liseux, donc expert comptable retraité, également trésorier de la structure Initiative Somme et France Active Picardie depuis un certain nombre d'années. Et puis donc aussi intervenant auprès de notre partenaire du jour, c'est-à-dire l'association Galia maintenant, association réglementée. Et j'animais ce genre de séminaire déjà pour le compte à l'époque de l'ARAPL, devenu maintenant Galia. Donc c'est un sujet qui est bien maîtrisé. On va essayer de vous donner des informations pour vous aider dans l'installation de cette profession, enfin de ces professions. Voilà. Merci Daniel. Je vais te repasser la parole très vite. Monsieur Arsène Oui, Tabella, je vous invite à vous oui, présenter. la transition bien faite par Monsieur Liseux en parlant de la rappel. Effectivement, je suis moi salarié à la rappel depuis l'année 2000. C'était la rappel à l'époque qui est devenu effectivement Ogalia après avoir fusionné avec les centres de gestion et de l'Oise. Donc, je suis salarié et j'ai en charge toutes tous les dossiers pardon, de nos adhérents qui n'ont pas d'expert comptable. Donc, je réponds à toutes les questions comptables et fiscales et en même temps, j'anime les formations dans le cadre de la gestion et de la comptabilité et la fiscalité. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Babella. En tout cas, voilà, nous avons parmi nous deux experts de ces métiers qui appartiennent à la famille des professions libérales. Donc, je vais partager donc le contenu et je laisserai donc tout de suite la parole à Monsieur Liseux. Alors, comme d'habitude, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà participé à nos ateliers, mais mettez bien de côté vos questions au fur et à mesure du propos et à la fin, nous pourrons les poser à nos deux intervenants. Voilà, donc je partage mon écran pour qu'on ait bien le contenu. Donc je pense que ça doit être bon. Alors, pas de problème, bon ben très bien. Donc voilà, je m'installe en profession libérale, nos trois intervenants, et voilà la définition. Donc je passe la parole à Daniel. Qu'est-ce qu'une profession libérale? Bon, déjà, sur un plan purement générique, vous avez les trois premières lignes de cette diapo. Je vais quand même vous le lire parce que c'est important. Les membres des professions libérales sont des personnes physiques, ça sera le propos essentiel de la journée de cette intervention. On ne va pas traiter ou simplement très vite tout l'exercice en société parce que les besoins sont totalement différents. Mais là, donc, personne physique exerçant à titre indépendant une activité civile caractérisée par la fourniture d'un travail essentiellement intellectuel. C'est de dire que d'entrée, effectivement, on va éliminer toutes les autres activités artisanales, tout ce qui est activité commerciale, etc. Toutes ces activités agricoles également sont exclues du système profession libérale et, à contrario, tout
toutes les activités qui n'ont pas trouvé solution à la chambre de commerce ou dans le régime du commerce, en agricole et en chambre des métiers, bah, par définition, ou à contrario, bah, toutes ces professions autres seront considérées par défaut professions libérales. Donc, comme je le disais, les sociétés, on ne traitera pas aujourd'hui ou très vite, ou peut-être répondre à certaines questions, mais ce n'est pas l'exercice en société n'est pas le sujet du jour. On va s'attacher. On a un webinaire, hein, on a un webinaire où on a abordé le sujet de toute façon. Et puis, les sociétés professions libérales sont une spécificité aussi. On a des particularités par rapport aux sociétés traditionnelles. Alors, deux catégories pour les professions libérales, avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir dans un premier temps la réglementation, enfin toute la réglementation. On va essayer de vous résumer tout ce qui va toucher à l'administration fiscale, hein, c'est-à-dire les régimes fiscaux, etc. Et puis on terminera en deuxième partie toute la protection sociale. Là aussi, on va essayer de résumer pour ne pas entrer trop dans les détails parce que on a la possibilité d'avoir trop de cas particuliers. Donc, on va surtout distinguer les professions libérales dites réglementées, c'est-à-dire toutes les professions qui, de par un règlement, de par une loi, etc., sont réglementées par des textes juridiques, et on aura toutes les autres professions libérales dites non réglementées. On aura effectivement certaines activités qui n'obéissent à aucun règlement particulier et qui, par exemple, seront rattachées à la profession libérale. Donc, et on répondra éventuellement pour les participants ou ceux qui nous écoutent, on essaiera de répondre aux questions en fin de parcours, parce qu'il y aura probablement des particularités parmi les personnes qui nous écoutent. Donc, je vais laisser la parole maintenant. Dominique, tu peux. Voilà, donc j'avance. On passe la parole à M. Babella sur le régime fiscal. Oui. Nous parler quelquefois des sujets qui fâchent. Oui, les sujets qui fâchent, surtout quand on ne les maîtrise pas. C'est ça le plus. Alors, le cadre étant donc bien planté par M. Liseux, nous sommes donc entre profession libérale, voilà, et les personnes qui exercent en indépendant et comme indépendants. Et donc, si parmi l'auditoire, il y en a qui ne sont pas qui n'exercent pas dans le cadre d'une structure d'entreprise individuelle ou qui exercent sous une forme de société, qu'ils se dénoncent dès maintenant. Voilà. C'est juste vraiment pour leur dire qu'ils peuvent rester jusqu'à la fin de mon intervention parce que je vais aborder la CET, donc la contribution économique territoriale et l'adhésion à l'AGA qui peuvent les concerner. Mais par contre, les deux premiers points qui vont concerner les régimes d'imposition du bénéfice et à la TVA, ils auront moins d'intérêt parce que, pourquoi? Tout simplement, déterminer le régime fiscal auquel on dépend, ça dépend du chiffre d'affaires qu'on a réalisé et du bénéfice et la catégorie du bénéfice dans lequel notre bénéfice appartient. Donc, les seuils de chiffre d'affaires ne sont pas les mêmes si on est en BA, en bénéfice agricole, ou on est en BIC ou on est artisan. Hein. Donc, c'est des choses qui sont bien distinctes. Alors, apparemment, M. Babella, personne ne s'est identifié comme en société. Donc, oui. Voilà, vous pouvez continuer. C'est ça que j'ai dit. Voilà, on ne rentrera pas trop dans le détail comme M. Liseux l'a dit tout à l'heure. Donc, en tant que libéral, hein, les bénéfices des libéraux sont donc imposés dans la catégorie, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et c'est ce qu'on appelle les BNC.
Selon donc le chiffre d'affaires, effectivement, qui est réalisé, comme le montre le schéma ici, selon le chiffre d'affaires qui est réalisé, on peut être d'emblée dans une catégorie ou une autre, ou tout simplement les options existent. On peut être dans le micro-BNC et puis opter pour le régime de la déclaration contrôlée, c'est-à-dire le régime réel. Alors, on va s'arrêter un tout petit peu pour se poser la question de savoir quel est le chiffre d'affaires ici dont on parle. Quelle est l'année de référence? Parce que c'est très déterminant, notamment pour l'auditoire aujourd'hui, peut-être qui vont juste commencer leur activité. C'est très important de le savoir. Ce n'est pas le seuil du chiffre d'affaires de l'année N, tout simplement. Sinon, on serait dans le cas où on navigue tout le temps de l'année, tout le long de l'année, sans savoir à quel régime on doit être, notre bénéfice sera imposé. Ça, c'était avant la réforme de 2016. On ne savait le régime qui est imposable à nous sur notre bénéfice qu'en fin d'année, au moment où on connaissait le chiffre d'affaires de l'année N. D'accord? Et ça a été corrigé par le législateur qui a voulu, à partir de 2016, faire de sorte que le contribuable connaisse dès le 1er janvier de l'année le chiffre d'affaires, le régime d'imposition de ses revenus à venir. Donc, pour ce faire, pour apprécier donc le fameux seuil de 77 700 qui est annoncé ici, on regarde les 2 dernières années, N-2 et N-1. Donc, dès le 1er janvier, je sais à quel régime mes revenus ou mon bénéfice va être imposé. Voilà. Ça, c'est très important de le préciser, ce qui signifie tout simplement pour ceux qui commencent leur activité aujourd'hui, en année N, si vous voulez, le régime, c'est le régime du micro-BNC qui s'impose à eux. C'est leur régime de plein droit pendant 2 ans. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de 2 ans de référence pour lequel on peut aller analyser le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, en début d'année, en début d'activité, pardon, c'est donc le régime du micro-BNC qui s'applique de plein droit. C'est seulement à partir de la 3e année où on commence à regarder, effectivement, puisqu'il y a une intériorité de 2 années pour savoir, en 3e année, quel est le régime qui va s'appliquer, en regardant donc le seuil de 2000, si on a dépassé, si au moins une année, parmi les 2 dernières années, on a dépassé le fameux seuil de 77 700. Donc, si c'est le cas, si on les dépasse successivement, la 3e année, on est de plein droit dans le régime de la déclaration contrôlée. Hein. Donc voilà, ça c'est très important de le savoir. Les 2 premières années quand on commence l'activité, le régime qui s'applique de plein droit, c'est le régime du micro-BNC. Sauf, effectivement, si on opte pour le régime de la déclaration contrôlée parce qu'on a la possibilité d'opter pour le régime supérieur. Voilà. Donc, lesquels sont concernés pour le régime micro-BNC? C'est ceux dont le chiffre d'affaires est inférieur donc, au fameux seuil de 77 700 et qui n'ont pas opté pour le régime réel. Hein, donc, dans ces conditions-là, le bénéfice qui est déterminé tout simplement en appliquant un abattement de 34% de dépenses forfaitaires. Et c'est ce résultat-là qui sera donc pris en compte dans la base de votre imposition. Au niveau déclaratif, quand on est dans le régime micro-BNC, on déclare tout simplement le chiffre d'affaires qu'on a réalisé l'année sur le site du gouvernement, dans la 2042, et c'est donc l'administration qui s'occupe de calculer le bénéfice imposable. Quand on est dans ce régime-là, on fait donc le choix, soit si effectivement on a choisi le volet fiscal dans le régime de la micro-entreprise, en ce moment-là, vous serez effectivement imposé sur vos recettes que vous allez déclarer selon le rythme que vous avez choisi,
si c'est le trimestre ou c'est l'année, pardon, le trimestre ou le mois. Et chaque fois que vous déclarez votre chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF, en passant, vous vous libérez aussi de l'impôt si vous avez opté pour ce régime-là. Hein, parce que quand on est dans le régime, autant le régime de la micro-entreprise, on est obligatoirement dans le régime du micro-social. Ça, M. Liseux va vous l'expliquer par rapport aux cotisations sociales. Et vous avez la possibilité, c'est juste une option, vous pouvez prendre aussi le volet fiscal, c'est-à-dire le prélèvement libératoire de l'impôt, et vous vous libérez de l'impôt en payant les 2,2% de votre chiffre d'affaires que vous avez déclaré. Voilà. Ça, c'est le régime de micro-BNC. Donc, ne peuvent être, pour être plus précis, ne peuvent être ou ne peuvent opter pour la micro-entreprise. Je dis bien micro-entreprise, hein, je n'ai pas dit entreprise individuelle. Hein. Tous, un indépendant, quand il exerce son activité de manière indépendante, il est dans le cadre de l'entreprise individuelle. Et dans ce cadre-là, on peut soit opter pour le micro-entreprise, et donc il y a le micro-social qui s'appliquera obligatoirement, ou du côté fiscal, c'est une option. On choisit d'être dans l'option fiscale, du volet fiscal de prélèvement libératoire ou pas. Donc ça, c'est quand notre chiffre d'affaires est inférieur à 77 700. Les 2 premières années, c'est notre régime de base, sauf option, effectivement, pour la déclaration 2035, c'est-à-dire le régime réel, qui est le régime pour les entreprises qui ont dépassé le seuil de 77 700, ou tout simplement ceux qui sont en micro, mais qui ont qui ont opté pour ce régime-là de la déclaration contrôlée. Voilà, c'est le régime réel. Alors, dans ce cadre-là, le bénéfice qui est imposable, ben, c'est le bénéfice réel, tout simplement, calculé sur cette fois-ci, ce n'est plus des dépenses qui sont forfaitaires, c'est calculé par rapport aux dépenses réelles, donc par différence des recettes et les dépenses réelles qu'on a réalisées en cours d'année. Alors, ça signifie quand même, dans ces conditions-là, de tenir une comptabilité qui soit assez bien organisée, bien exhaustive, contrairement à quand on est dans le régime du micro-BNC, on a juste l'obligation de suivre ses recettes. Alors qu'ici, dans le régime de la déclaration contrôlée, il serait intéressant quand même, il est très intéressant et recommandé d'ailleurs, de suivre correctement ses recettes et ses dépenses. Et en passant, il y a aussi l'obligation de tenir un registre des immobilisations. Donc, au niveau déclaratif, il y a une déclaration effectivement à faire tous les ans, juste pour déterminer ce bénéfice-là. C'est donc la déclaration 2035. Et ce bénéfice-là, calculé par le biais de cette déclaration 2035, sera déclaré sur le site du gouvernement. Et en passant, il y a également le volet social aussi à remplir actuellement, puisque c'est maintenant sur le site du gouvernement que ça se fait pour le calcul de vos cotisations. Par rapport... Oui, excusez-moi, M. Babé, là, je vous ai coupé, oui. Excusez-moi. Oui, allez-y, je ne sais pas si... Non, je ne savais pas si vous souhaitiez que j'avance ou il y avait peut-être encore des choses à exprimer. Donc... Oui, donc là, par rapport aux deux régimes, hein, donc voilà, c'est l'élément déterminant, c'est le chiffre d'affaires, hein, 77 700. Si on est en deçà, on est en micro-BNC. Donc le régime de droit commun, c'est que le résultat est calculé en déduction faite de 34% de ce chiffre d'affaires-là en termes de dépenses forfaitaires. C'est l'administration qui s'en occupe. On déclare tout simplement notre chiffre d'affaires sur le site du gouvernement et après, on est imposé donc sur 66% de ces recettes. Pour ceux qui ont opté pour le micro-entreprise, ils peuvent aussi, effectivement, à part le côté social, le volet social, on peut opter pour le prélèvement libératoire. Voilà. Maintenant, le régime de droit commun, c'est
le régime de la déclaration contrôlée quand les recettes sont supérieures à ce fameux seuil. Il y a des obligations déclaratives, comme je l'ai précisé, et il y a des obligations aussi comptables à respecter. Maintenant, s'agissant le paiement de l'impôt, depuis 2019, bon, le gouvernement a mis en place le prélèvement libératoire. Pour les salariés, ça prend une forme de retenue sur le retenu par l'employeur, d'ailleurs, sur le salaire. Et pour les indépendants, c'est sous forme d'acomptes qui sont prélevés euh, sur le compte, sur le compte professionnel, hein, sous forme d'acomptes qui peuvent être mensuels ou trimestriels. Alors, ce qui serait intéressant ici, c'est de voir la situation de la, en cas de début d'activité, parce que c'est ça qui doit intéresser notre auditoire. Euh, les prélèvements à la source sont faits en fait sur 2 périodes, hein, en temps normal, en temps de croisière. C'est du 1er janvier, de janvier à août. Les acomptes sont calculés sur les revenus, sur les éléments d'imposition de l'année N-2. Et les acomptes de août de septembre à décembre, ils sont calculés sur les revenus de l'année, les éléments de revenus de l'année N-1. Donc, quand on est en début d'activité, effectivement, l'année N, si je commence en 2023, je n'aurai aucun prélèvement, puisque, par hypothèse, il n'y a pas d'année d'intériorité. Maintenant, l'année N, c'est-à-dire l'année 2024 dans mon exemple, au titre de l'année 2023, je paierai les impôts de l'année 2023 que j'ai déclaré avant mai 2024. Pour les prélèvements de janvier jusqu'à août, il n'y en aura pas, puisque effectivement, je n'ai pas d'intériorité pour l'année par rapport à l'année N-2. Donc 2022, effectivement. Et pour la période de septembre au 31 décembre 2024, en ce moment-là, je paierai mes 4 acomptes puisque les éléments d'imposition de l'année N-1, c'est-à-dire 2023, seront connus, hein. Donc voilà à peu près comment on fait pour s'acquitter de son impôt. C'est le prélèvement libératoire. Pour les professions libérales, c'est une forme d'acompte mensuel ou trimestriel qui sont prélevés sur le compte dédié à l'exercice de l'activité. Après, je ne sais pas si monsieur Liseux a... Alors, si vous attendez, avez quelque chose à j'ai un ajouter. souci de partage d'écran. Donc, je vais... Nous sommes arrivés à la dernière diapo. Oui, oui, attendez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous m'entendez? Oui. Alors, il faut que je retourne sur la page. Excusez-moi de cette interruption. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la technique en Le temps de direct. cette correction matérielle, je vais simplement peut-être ajouter quelque Oui. chose. Notamment, on a bien vu que on a des obligations lorsqu'on est en micro Voilà. et lorsqu'on est en déclaration contrôlée. Mm. Ce n'est pas parce qu'on est en micro qu'il faut se dispenser, on a bien compris qu'il faut se dispenser de toute formalité, notamment comptabilité. Moi, le conseil qui vous est donné, c'est que même en début d'activité, sauf si vraiment on est allergique à tout le suivi comptable, il est quand même préférable de tenir un minimum de comptabilité qui pourrait être sous réserve de quelques ajustements, mais plutôt de respecter les obligations de déclaration contrôlée, ne serait-ce que pour vérifier que vous avez intérêt la première année, soit à rester en micro, soit éventuellement d'opter, parce que l'option déclaration contrôlée se fait à la date de dépôt de la déclaration. C'est-à-dire que là, pour 2023, exemple, ce sera le dépôt de la déclaration la déclaration contrôlée qui se fera en avril ou mai. C'est à ce moment-là que vous exercez l'option.
Et pour pouvoir exercer l'option en connaissance de cause, eh bien, je pense qu'il faut déjà se préparer et d'essayer d'être conforme pour vérifier justement si votre intérêt est d'opter pour la déclaration contrôlée ou si c'est votre intérêt de rester en micro, qui souvent n'est pas la bonne option. Oui, alors Dans bien des cas, ce qu'il faut voir, c'est que le micro-entreprise en profession libérale, ça veut dire que l'abattement de 34% qui vous est proposé, ça couvre l'ensemble des frais généraux, de l'ensemble des frais qui sont normalement réputés déductibles, ne serait-ce que dans bien des cas, ces 34% couvrent tout juste les charges sociales. Donc, enfin, peut-être pas en première année, mais en régime de croisière, donc vous avez souvent intérêt à abandonner le régime micro pour vous adonner à la déclaration contrôlée, qui somme toute n'est pas non plus quelque chose d'impossible. C'est simplement une comptabilité de trésorerie qui va vous permettre de mesurer l'intérêt justement d'opter pour un régime déclaration contrôlée et ne pas rester systématiquement au régime micro. Alors, je rejoindrai Daniel dans notre rôle, nous, d'accompagnateur, même si c'est sur du financement. Effectivement, donc, pour savoir quelle est la meilleure option en phase de démarrage, on vous invite à construire un plan d'affaires et à mettre en place un prévisionnel. Donc, ce qui sera le sujet du webinaire de demain en partie. Donc, qui sera très important. Non, sinon, c'était la petite remarque que je tenais à faire. Et puis maintenant, on va peut-être poursuivre la partie fiscale avec les professions qui éventuellement sont assujetties à la TVA. Ouais. Donc, parmi les participants, on a peut-être des professions qui ne sont pas assujetties à la TVA ou éventuellement des personnes qui envisagent d'être en micro et en dispense de TVA. Donc là aussi, petite précision, on y reviendra au cours de l'exposé, parce qu'il y a quelques petites astuces justement à ce sujet-là. Donc, M. Babella, vous pouvez enchaîner sur la TVA et en quelques mots aussi, on ne peut pas non plus, dans le temps qui nous est imparti, de tout exposer les contraintes de la TVA, mais on va essayer d'aller à l'essentiel et ceux qui sont concernés devront prendre toutes les mesures pour en tirer les conséquences. Ouais, oui, vous le dites si bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis ce diapo-là qui vous schématise à peu près le principe pour bien fixer les choses. Alors, d'emblée, je dirais qu'on l'a bien remarqué, hein, que le seuil de 77 700 est largement supérieur au seuil de la franchise en base de la TVA, hein, qui est à 36 800. Donc, cela veut dire tout simplement qu'on peut être dans le régime d'imposition du micro-BNC et avoir la TVA à payer. Hein, donc, ce n'est pas, puisqu'on a dépassé effectivement le fameux seuil de... Pardon, monsieur Liseux, vous... Oui, sur le principe, je pense, alors il y a un principe plus général en matière de TVA, c'est-à-dire que là, dès l'instant où on a dépassé les seuils de TVA, c'est-à-dire dès l'instant où on dépasse les 36 000, qui sont prorata temporis, c'est-à-dire que c'est pas, si on fait 36 000 euros de chiffre d'affaires dès le mois de février, au mois de mars, on est tout de suite à TVA. Et dès l'instant où on est en TVA, on ne peut pas rester en micro. On va passer obligatoirement en déclaration contrôlée, parce que par principe, la TVA, il nous faut un support comptable, puisqu'elle est rapprochée de la comptabilité. Donc, je pense que quelque part, c'est une chose qu'il faut savoir. Et le chiffre d'affaires de la première année, hein, les fameux ceux de 36 800, la première année, il n'y a pas de proratisation. Hein, c'est seulement... Oui, on est d'accord. Voilà. Exceptionnellement, la première année, l'année de création, il n'y aura pas de proratisation. Dès qu'on le dépasse, voilà. On est obligé d'être soumis à la TVA. On est soumis à TVA, on abandonne obligatoirement le régime micro. Côté fiscal, hein,
pas Voilà. côté social. D'accord? Donc là, on verra un peu tout à l'heure sur le plan social. Parce que dans la micro-entreprise, on a le côté fiscal qui est, ça remonte à des lustres, hein, ça a toujours existé. Par contre, on a le micro-social qui est une particularité. Si tout simplement revenir sur le diapo Voilà, avant voilà, pour c'était, préciser le voilà, principe, je me hein, suis permis parce qu'il y avait les seuils, donc je suis oui, 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 mais revenue, on va voilà, revenir. C'est voilà. juste pour expliquer le principe ici. Euh, Effectivement, vous serez au cœur de ce principe-là du collecte de la TVA, hein. On est là seulement pour la collecter, hein, pour ceux qui sont euh, ceux qui vont exercer une activité qui sera soumise à TVA. Donc, comme le montre le schéma ici, la TVA qui est due, au final, c'est celle que vous avez collectée auprès de vos fournisseurs, pardon, auprès de vos clients, et vous enlevez celles que vous avez, qui ont grévé, pardon, vos dépenses, et à la fin, vous faites la balance. Si la balance est négative, donc c'est que vous avez de la TVA reversée à l'État, voilà, puisque vous n'avez que on vous donne, enfin, l'État vous donne, vous êtes que collecteur de la TVA, et en passant, vous déduisez celle que vous avez payée, vous, sur vos dépenses. Donc, si le solde est positif, en ce moment-là, vous avez à récupérer la TVA auprès de l'État, c'est-à-dire que vous avez euh, un avoir de TVA. Le principe est tout simple. Voilà. Ça n'a pas d'incidence sur notre mode de fonctionnement économiquement, mais on est là juste pour la collecter, pour l'administration fiscale, et en passant, on déduit celle que nous avons réglée pour nos achats. Voilà. Et donc, C'est la raison pour si laquelle on c'est passe sur au diapo Internet. suivant, pour vous montrer effectivement les fameux seuils à ne pas dépasser les trois régimes qui existent. Donc, il y a le régime de la franchise en base, il y a le régime réel simplifié, et puis le régime réel, c'est-à-dire le régime normal. Alors, la franchise en base, c'est quand on n'a pas dépassé le fameux seuil de 36 800. Voilà. Donc, vous n'avez pas, vous vous êtes dispensé de collecter la TVA, donc de la reverser finalement à l'État. Vous ne la déduisez pas non plus dans vos achats, puisque de toute façon, celui qui a le droit de collecter a le droit de déduire. Du moment où on est en franchise en base, on n'a pas le droit de collecter, donc on n'a pas non plus le droit de déduire. Et donc, le plus important, c'est de préciser la mention qui doit figurer dans vos factures, hein, le fameux article qui doit figurer pour dire que votre activité n'est pas, que vous n'appliquez pas la TVA dans vos factures. Voilà. Ça, c'est important du point de vue formel. Il faudrait que cette mention-là figure dans les factures s'il y a des factures à éditer. Quand le chiffre d'affaires est compris donc entre le fameux seuil de 36 800 et 54 000 euros, dans ces conditions-là, on est dans le régime le régime simplifié, pardon, tout en sachant qu'on peut aussi faire l'option de ces deux régimes, hein. Quand on est au régime inférieur, on peut opter pour le régime supérieur. Donc, quand je suis en franchise de base, je peux décider de collecter de la TVA et de choisir le régime qui me sied, hein. Donc là, si on est dans le régime simplifié, quand le chiffre d'affaires est compris entre ces deux seuils-là, ben, là, on a le droit de collecter la TVA, on a le droit de déduire celle qu'on a récupérée de nos achats, et on verse en cours d'année des acomptes. Voilà. Et il y a une régularisation qui est faite en fin d'année par le biais de la déclaration, c'est la CA12 qu'on appelle, c'est cette déclaration annuelle. Et quand on a dépassé le chiffre d'affaires de 54 000 hors taxe, bien sûr, on est obligatoirement dans le régime le régime normal, réel. Soit vous avez donc les CA3, les déclarations CA3 à faire tous les mois ou tous les trimestres. Voilà, sous condition effectivement que la TVA annuelle soit inférieure à 4 000 euros. Donc voilà à peu près les trois régimes de manière succincte et survolée qui existent en matière de TVA. Voilà. Je ne sais pas si il y a autre chose à ajouter à ce niveau-là. Sinon,
On C'est peut la raison pour avancer. laquelle, d'ailleurs, si j'ai une petite remarque complémentaire, lorsque l'on parle de franchise en base, ça veut dire que vous êtes censé être dispensé de l'application de la TVA lorsque vous avez un chiffre d'affaires qui est inférieur à 36 800, sous réserve effectivement, du côté formel, de bien faire apparaître sur vos factures l'article du CGI qui vous dispense de facturer de la TVA. À défaut d'avoir mentionné cela sur les factures, eh bien, vous risquez de vous faire redresser par l'administration fiscale. C'est le risque qui est encouru si vous ne respectez pas cette mention sur la facture. Par ailleurs, ça montre aussi ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, lorsque vous êtes en micro et que vous dépassez ce seuil de 36 800 qui vous met obligatoirement en TVA, à partir du moment où vous êtes en TVA, si vous voulez récupérer la TVA sur vos dépenses, c'est tout à fait logique d'avoir une comptabilité réelle, puisque par définition, à moins de 77 000, vous êtes dispensé de comptabilité. Si vous voulez pouvoir déduire de la TVA sur vos dépenses, vous êtes obligé d'avoir une comptabilité vous permettant de justifier de vos dépenses. Donc c'est la raison pour laquelle il est, selon les professions, il est bon d'y réfléchir, de savoir. Donc, si vous êtes susceptible d'être assujetti à la TVA, il est bon même dès la création de savoir les délais dans lesquels vous allez être tenu de verser la TVA, et aussi pour d'autres, bon, à la fois pour cette organisation comptable, puis aussi un autre aspect, c'est qu'il faut bien veiller à votre tarification aux clients. Parce que si vous êtes assujetti avec une TVA au taux normal, si du jour au lendemain, vous êtes obligé de facturer les 20% plus cher, ça peut poser souci pour vos clients. Donc, il est bon aussi de réfléchir à la stratégie de passage d'un régime exonéré ou d'un régime et de faire attention lorsque vous allez basculer à la TVA, surtout en profession libérale, parce que la plupart des professions n'ont souvent pas beaucoup de dépenses assujetties à la TVA. Disons que ce n'est pas l'essentiel. Les dépenses assujetties à la TVA pour quelqu'un qui exerce une profession dite intellectuelle ou non matérielle, il est évident qu'on ne récupère pas souvent beaucoup de TVA. Ça veut dire qu'il faut être très prudent lorsqu'on sera assujetti, c'est-à-dire au-delà des 36 800, de faire très attention à la tarification des prestations. Parce que vous allez basculer d'un régime qui est censé être sans TVA à un régime d'un seul coup, où vous allez majorer vos prestations du montant de la TVA auquel vous allez être assujetti. Bah, d'autant plus que la difficulté est assez énorme si on le fait en cours d'année. Bien sûr. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'après, il faut aller rattraper, parce que quand on a dépassé le seuil de tolérance en cours d'année, on devient redevable de la TVA dès le premier jour du mois du dépassement. Oui. Alors, si on se rend compte seulement 3 mois après, alors qu'on a déjà fait des facturations, on ne peut pas aller revoir le client pour dire je vous refais mes factures parce que c'était à cette date-là que je suis passé à la TVA. Donc, vraiment. Première année, on parle effectivement, on ne parle pas de prorata des recettes, parce que lorsqu'on a mis en place ce régime fiscal, il est évident que ça posait souci. Parce que le professionnel libéral qui s'installait au 1er février et qui réalisait 6 000 € de recettes en février parce que c'était une mission exceptionnelle, en proratisant, il était à la TVA directement au mois de mars, même s'il ne faisait pas de recettes supplémentaires pendant toute l'année. Donc ça contrariait ce qui est la promotion de la micro, c'est-à-dire de dire vous ne déclarez que ce que vous avez fait. Et là, la proratisation dès la première année posait de gros soucis. Et c'est la raison pour laquelle on a supprimé la proratisation
partant du principe que la deuxième année, l'activité était devenue récurrente, non pas exceptionnelle. Voilà. Merci. Est-ce que j'avance sur la CET? En tout cas, je vous rejoins hein, sur ces aspects réflexion autour de la TVA. C'est vraiment pas anodin. Hein. Moi, je dis toujours dans mes ateliers, il faut l'anticiper hein, et non pas le subir. Donc, c'est important effectivement de se poser et de prendre conseil à ce Et sujet. la leçon à donner également, c'est que dès l'instant où on entre dans un régime de TVA, on est dans un système d'entreprise pratiquement à part entière. Tout le conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous faire accompagner. Exact. À un moment donné, sauf à être professionnel de la TVA ou de TVA. mais je pense que le conseil, c'est d'être accompagné et de pouvoir se faire aider parce que c'est tout de même un domaine sur un plan général qui n'est pas simple du tout quand on ne connaît pas le principe. Très bien, donc j'avance sur la contribution économique territoriale. Oui, se faire accompagner, c'est le maître mot. Et puis, ça serait le dernier point de mon intervention. Après vous avoir fait, vous avoir fait un zoom sur la CET, donc la contribution économique territoriale, qui est un impôt local. Hein. Donc, pour ceux si on veut faire l'histoire, hein, c'est la fameuse contribution qui a remplacé la taxe professionnelle. Hein. Donc, quand on a supprimé la taxe professionnelle, on l'a remplacée par cette contribution. Donc, il existe des exonérations. D'ailleurs, on a gardé celle qui existait avant quand c'était la taxe professionnelle. Donc, ça concernait certaines professions, enfin, certains professionnels qui exerçaient certaines activités, notamment les sages-femmes, les professeurs de lettres, les sciences d'art les sciences et arts agrégés, voilà, tout ce monde-là, les sportifs et puis les gardes-malades, ils étaient exonérés, ils continuaient à être exonérés euh, de cette contribution. Il y a aussi des exonérations qui sont tout simplement temporaires dans le cas des professionnels qui exercent dans des zones, dans des zones, dans certains territoires qui sont dépourvus, donc en ZFU ou en ZDR. Et puis, selon les communes, puisque c'est des impôts, c'est des impôts locaux, il y a des dispenses qui sont un peu plus longues pour les avocats, pour attirer les médecins dans des zones sous-dotées, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors, la contribution économique territoriale est composée donc de la CFE, d'une part de la CFE, la contribution foncière des entreprises. C'est celle-là qui est d'ailleurs due par tout le monde, hein, par toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle, quel que soit le régime, on la paye. Il y a quand même une exonération, ça il faut le préciser, pour revenir sur ça. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est le cas où en début d'année, hein, quand on commence l'activité en cours d'année, on est exempté de cette contribution. Sauf si, effectivement, on commence le 1er janvier parce que c'est un impôt qui est dû au 1er janvier. Donc, si vous commencez au 1er janvier votre activité, vous ne serez pas exonéré de cette contribution. Mais en cours d'année, oui, la première année, on est dispensé. Donc, la première composante, c'est la CET. Ça, tout le monde le paye, sauf dispense. Et la deuxième, c'est la contribution à la valeur ajoutée des entreprises. Celle-là ne paye cette contribution que ceux qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros. Donc, c'est vraiment très peu parmi nos professions libérales. Mais dans tous les cas, cette fameuse contribution à la valeur ajoutée va être supprimée pour l'année 2024. Voilà. Pour tout le monde, pour tous ceux qui exercent une activité libérale, il y a quand même une obligation déclarative. Même si on ne la paye pas, il y a quand même une déclaration
une obligation déclarative. C'est d'ailleurs une liasse une page de la 2035, de la liasse 2035, qu'on est obligé de remplir, la 2035E. Voilà, c'est obligatoire dès que le chiffre d'affaires dépasse 152 500. Voilà. Voilà ce qu'on peut, le petit zoom que l'on peut faire sur sur la CET. Il faut le savoir parce que ça, c'est des choses, quand on est en phase de création, qu'il va falloir anticiper. Et notamment, comme disait M. Liseux, pour apprécier si c'est bon pour nous de rester dans le régime micro, puisque je n'aurai à déduire que 34% de dépenses forfaitaires. Donc, parfois, il est très intéressant de savoir si ça vaut le coup de rester sur ce régime ou de changer de régime. Et ben, dans ce cas-là, quand vous appréciez vos dépenses, ne pas oublier effectivement cette contribution, notamment pour la seconde année, puisque vous ne serez pas dispensé. Sauf si, effectivement, vous êtes dans des zones du territoire où vous êtes exempté. Donc, voilà à peu près pour ce petit zoom sur la CET, sauf si M. Liseux vous avez quelque chose à ajouter, sinon... Simplement, petite remarque, on dit exonérer la première année d'activité, simplement pour justifier cette exonération de première année, c'est que c'est un impôt qui est dû au 1er janvier. Donc, ça veut dire que en fait, la première année, installation en cours de première année, on ne peut pas être redevable de cet impôt puisqu'on n'était pas existant au 1er janvier. Donc, ce n'est qu'au 1er janvier l'année suivante, la deuxième année, ou étant en activité au 1er janvier de la seconde année, eh bien, vous êtes redevable à partir de la deuxième année de cette contribution CET. C'est simplement pour justifier. On ne vous fait pas un cadeau royal pour cette première année, c'est simplement le principe d'assujettissement aux impôts lorsqu'on est créé au 1er janvier. Une petite astuce simplement. Donc, je peux avancer sur le social, je pense. Hein. Donc, en tout cas, voilà, toute activité et tout revenu, enfin, quel qu'il soit, donc, doit déclencher des déclarations fiscales que l'on vient de voir. Et donc, tout travail aussi génère une couverture sociale obligatoire. Donc, Daniel, je vous passe la parole pour le régime social. Alors, petite précision avant d'aborder ce régime social, mais pour, disons, recaler un peu les choses par rapport à ce que l'on vient de voir au niveau fiscal. On avait baptisé auto-entrepreneurs les activités, de petites activités. Il faut savoir, c'est que l'auto-entreprise, déjà le nom était quand même peut-être discutable, c'est simplement la micro-entreprise maintenant a pris ce volet social, disons, forfaitaire. Sachant, j'en avais parlé tout à l'heure, le micro-fiscal existait déjà depuis longtemps et on a associé à ce micro-fiscal, on a associé la protection sociale en s'alignant, bien sûr, sur le micro-fiscal, puisqu'un principe général fait que généralement toutes les cotisations sociales sont assujetties sur le revenu fiscal. Ça, c'est un principe général. Donc, ça veut dire que ce micro-social a été créé pour s'adapter au régime fiscal pour s'adapter au régime du micro-fiscal, simplement. Donc, ça va permettre de revoir sur cette première diapo, bien sûr, deux systèmes de protection sociale. D'abord, comme on l'avait vu tout à l'heure en fiscal, on a d'abord la protection sociale du régime micro et la protection sociale du régime réel, c'est-à-dire de la déclaration contrôlée. Donc, deux systèmes bien distincts. Donc, dans le micro, on en avait parlé tout à l'heure également, micro-social est ouvert uniquement aux professions libérales relevant de la CIPAV, pour faire simple. On a aussi quelques exceptions. Ça veut dire que toutes les professions réglementées, pour l'essentiel des professions réglementées, toutes les professions médicales ou paramédicales reconnues, les avocats, les architectes, les experts comptables, j'en passe et des meilleurs, toutes ces professions dites réglementées ne peuvent pas
être en micro-social. Donc, ne sont en micro-social que toutes les autres professions, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas réglementées. Que ce soit bien clair. Et non pas même les officiers Oui. ministériels et Alors, publics aussi n'ont pas le droit. J'ai dit, il existe quelques exceptions, mais bon, ce n'est pas l'objet parce que je pense que compte tenu des participants, je ne pense pas qu'on ait des professions qui entrent dans l'exception, mais si tel était le cas, il y a effectivement quelques éléments, disons, qui permettent de déroger un peu à ces principes généraux. Mais là, c'est un principe qui est 99,9%, c'est ce principe-là qui est applicable. Alors, le micro-BNC, ça veut dire que vous allez avoir un prélèvement forfaitaire qui va être calculé sur le chiffre d'affaires que vous allez déclarer mensuellement, trimestriellement, sur ce chiffre qui est une base générale. C'est là-dessus que vont être calculées les charges sociales forfaitaires à hauteur des pourcentages que vous avez sur la diapo. Ensuite, donc ça c'est pour le micro. Donc micro-profession libérale, automatiquement c'est la protection sociale. Vous pouvez basculer sur la droite de la diapo. C'est-à-dire que la protection sociale des micro-BNC professions réglementées bascule dans le régime du réel. C'est le même système. C'est ce qu'il faut retenir essentiellement. Donc pour le régime du réel, vous avez donc toujours la même limite, c'est-à-dire selon votre choix, le choix que vous avez fait pour le régime fiscal. Si vous êtes en régime, si vous dépassez les limites de 77 700, vous êtes dans l'obligation de déclaration fiscale, déclaration contrôlée, et dans l'obligation d'avoir cette protection sociale, disons, calculée sur le bénéfice déclaration contrôlée. Le régime sera le même si vous avez fait une option. Si vous avez abandonné le régime micro, vous êtes en option déclaration contrôlée et en option, vous avez la protection sociale qui va être calculée, vos cotisations sociales vont être calculées sur le bénéfice réel, s'entend donc, petite précision sur le régime déclaration contrôlée, c'est un régime réel, mais qui est avec quelques particularités. C'est que le régime de droit commun, c'est un régime de bénéfice réel, mais qui est limité aux opérations de trésorerie. Et que, petite précision, votre résultat imposable sera constitué des recettes imposables, déductions faites de toutes les dépenses déductibles, ça va constituer votre bénéfice fiscal et ça constituera le bénéfice qui va servir de base aux cotisations sociales. Dans les cotisations sociales, deux grands aspects, protection maladie. Donc là, maintenant, au niveau des cotisations, au niveau des prestations, on a une volonté d'aligner un peu tous les régimes. Donc, la cotisation maladie va être, donc, on va avoir un taux qui va s'appliquer à ce bénéfice réel. Par contre, au niveau des protections retraite, là, ça va être plus difficile. D'ailleurs, je ne vais pas pouvoir vous faire la liste de toutes les caisses de retraite parce qu'une particularité des professions libérales, c'est que bon nombre de professions libérales ont adhéré, ou tout au moins ont même quelquefois constitué des régimes de retraite qui leur sont propres. Donc généralement, on a bon nombre de professions libérales qui ont leur propre caisse de retraite. D'accord ? Là, aujourd'hui, on a eu quelques regroupements. On a maintenant certaines caisses, et vous avez pu entendre ces dernières semaines et ces derniers mois, dans le cadre de la réforme des retraites qui est en cours,
on a certains régimes spéciaux qui vont rejoindre le régime général, mais on a beaucoup de régimes de retraite obligatoires et retraite de base d'un bon nombre de professions libérales qui ne vont pas être qui ne sont pas des registres, des retraites, disons, de régimes particuliers, mais ce sont des régimes autonomes. C'est-à-dire qu'en fait, on va garder un certain nombre de retraites par profession. Un certain nombre de professions ont leur propre caisse de retraite. Et ces retraites-là vont demeurer avec une particularité, c'est qu'on n'a pas de cotisation fixe pour tous les régimes de retraite des professions libérales. Voilà. Chaque caisse de retraite aura son propre système, en pourcentage, en forfait, enfin bref. Donc là, on ne peut pas vous donner, évidemment, toutes les caisses qui existent en fonction des professions, mais ça sera à vérifier justement lorsque vous allez envisager votre installation ou si vous êtes récemment installé, c'est à vous de prendre d'aller vérifier quelle est la caisse de retraite justement qui est compétente et quelles sont ses conditions d'adhésion et conditions de cotisation. Voilà, ce qui explique qu'on n'a pas pu vous indiquer un pourcentage sur les Voilà, cotisations au niveau du régime du réel, même si on a une fourchette selon les... Parce que, à cause de la diversité, effectivement, des caisses de retraite en fonction des activités pratiquées. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, micro-entreprise, cotisation forfaitaire sociale, qui englobe la totalité des cotisations, micro-entreprises relevant de la CIPAV, et donc toutes les professions libérales en sont exclues. Donc, c'est un prélèvement de charges sociales forfaitaires. On vous a indiqué les taux là. Donc, de 21,10 et 21,2, voilà. ça dépend. C'est forfaitaire sur le montant du chiffre d'affaires déclaré. Et puis, à côté, vous avez votre régime pour tous les autres professions réglementées ou toutes les activités suite à option pour un régime réel, automatiquement. Alors, on tombe dans le régime social calculé sur le bénéfice réel, enfin réel, ce bénéfice de droit commun qui est un bénéfice de trésorerie. Petite particularité, on a une possibilité également d'option pour un régime dit d'engagement. C'est qu'on peut renoncer à ce bénéfice de trésorerie en optant, bien sûr, sous certaines conditions, de pouvoir prendre en compte à la fois les dépenses non payées et les recettes non encaissées. Mais là aussi, avec des particularités, là aussi, ne faites pas ça seul si vous ne maîtrisez pas le système. Une fois encore, faites-vous accompagner dans ce genre d'options. Donc voilà un peu rapidement brossé. Donc on pourra revenir tout à l'heure si des questions particulières viennent après cet exposé du social. Et donc on va maintenant Avancer sur notamment les règles, et M. Babella va reprendre la parole sur les règles d'adhésion à une association agréée. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, s'il y en a. Et donc, on va vous dire quelques mots sur ce. Oui, mais comme vous l'avez si bien dit, le maître mot reste le même, hein, se faire accompagner, mais ça tombe bien parce que avec l'adhésion à une association agréée, il y a un slogan qui prend tout son sens, hein. On est libéral, mais pas seul. Voilà. Voilà, donc en ce moment-là, oui, en adhérant donc à une association de gestion, vous avez la possibilité d'avoir une aide dans l'accomplissement de vos obligations comptables et fiscales. Voilà, ça c'est ce qui a été prévu comme objectif pour ces associations-là. Donc le rôle de ces associations, donc au Galia où je suis salarié, donc le rôle c'est de faciliter effectivement l'accomplissement des obligations comptables et fiscales de leurs adhérents.
Et dans ce cadre-là, donc, nous organisons donc des réunions d'information, des séances de formation. Nous publions des guides et notamment le guide des professions libérales qui est dans le format Francis Lefebvre, hein, en format papier, et qui fait vraiment la référence dans le cadre de tout ce qui est comptable, fiscal et juridique en matière de BNC. Alors, on élabore également les statistiques hein, en fonction des données de nos adhérents, qui est vraiment un véritable outil euh, de, de gestion, parce qu'il faut se considérer comme des vrais chefs d'entreprise et donc ne pas naviguer à vue. Ça peut être un élément de gestion, puisque ces statistiques sont élaborées en fonction de l'ensemble de nos données du réseau à rappel que nous collectons. On a aussi la possibilité dans ce cadre-là de les aider à accomplir leur déclaration. On a la possibilité de poser des questions à l'administration fiscale pour avoir une position nette et claire de l'administration fiscale sur certaines questions. Voilà. Après, deuxième rôle, c'est de veiller au respect de ces obligations-là, et notamment en faisant les contrôles sur les déclarations que l'on reçoit, le contrôle de cohérence et de vraisemblance par rapport à la comptabilité, l'examen périodique de sincérité, qui consiste tout simplement à demander à nos adhérents quelques pièces justificatives de certaines dépenses qu'ils ont déduites dans la 2035. Et tout ça, c'est les missions qui nous sont confiées par l'administration fiscale parce qu'on est agréé par l'administration fiscale. En contrepartie de ces avantages-là, donc, nos adhérents doivent se soumettre à ces contrôles-là. Nous avons aussi la mission de développer donc, la comptabilité. Pour ceux, il faut le savoir, en adhérant à une association de gestion, vous n'êtes pas obligé d'avoir un expert comptable, mais c'est mieux de l'avoir puisque c'est quand même un professionnel qui pourra vous conseiller dans pas mal de choses. Mais vous pouvez quand même adhérer à l'AGA et tenir votre comptabilité vous-même. C'est l'une de nos missions de contrôler cette comptabilité, si elle est bien tenue, et on donne des conseils pour qu'elle soit ainsi. Et dans ce cadre-là, on a développé d'ailleurs un logiciel. Le réseau des ARAPEL a développé un logiciel Lara, qui est un logiciel en ligne qui pourra vous aider de l'écriture comptable jusqu'à la télédéclaration de votre déclaration si vous êtes au réel. Mais même en tant que micro-BNC, c'est toujours important de tenir sa comptabilité et de suivre ses recettes, puisque c'est ces recettes-là que l'on va déclarer sur le site du gouvernement. On a aussi donc la mission de prévenir les difficultés des entreprises. Et donc, dans ce cas-là, nous fournissons à nos adhérents un dossier d'analyse économique à partir des données économiques et comptables et financières qui sont à notre possession, toujours dans ce cadre-là de la mutualisation de ces données auprès des 19 ARAPEL qui constituent notre réseau. La dernière des missions que je pourrais ajouter ici, c'est celle de l'établissement d'une relation de confiance avec l'administration fiscale, parce que c'est ça qui est important, puisque ça ne vous a pas échappé, ou pour ceux qui n'ont pas encore fait une déclaration, la 2035, il y a quand même à la première page, en coche, que l'on a accepté à faire le CF, l'examen de conformité fiscale, et qu'on l'a confié à tel prestataire, hein, notamment à Ogalia. Et donc ça fait partie des données que l'administration fiscale pourrait utiliser quand ils font leur programme de contrôle. Et que si vous êtes déjà identifié que vous avez confié à Ogalia de faire le fameux ECF qui est un pré-contrôle, c'est-à-dire un audit sur les 10 points qu'ils ont communément l'habitude de contrôler, ce genre de dossiers passeront vraiment après les gros poissons, si vous voulez. Hein. Donc, il y a cette relation de confiance déjà établie dans le fait qu'on adhère, c'est un engagement de sincérité. Et en plus, si on prend cet examen de conformité fiscale, c'est vraiment renforcé de manière considérable la relation de confiance voulue
l'administration fiscale avec ses contribuables. Voilà donc en ce qui concerne le rôle. Donc les avantages, c'est la réduction d'impôts pour les frais de tenue de comptabilité et d'adhésion à notre AGA. Ces dépenses-là vous sont rendues en fait en forme de réduction d'impôts pour un montant de 2/3 de ces dépenses qui sont éligibles. Hein. Donc là encore, ce n'est pas toutes les dépenses qui sont prises en compte, mais il y a une liste de dépenses à retenir. Ça, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais en tout cas, retenez que c'est les honoraires de l'expert comptable, si vous avez un expert comptable, les cotisations aux organismes de gestion, les 2/3 de ces sommes-là peuvent vous être rendues en réduction d'impôt si vous êtes adhérent et que vous êtes en deçà du seuil de micro-BNC que vous avez opté pour la déclaration 2035. Donc, il faut avoir fait une option. Vous êtes en micro-BNC, vous faites l'option. Vous êtes adhérent à l'AGA. Voilà, les recettes de l'année N, de l'année où vous voulez bénéficier de cette réduction d'impôt, sont inférieures au seuil. En ce moment-là, ces 3 conditions sont remplies. Vous avez donc le bénéfice de cette réduction d'impôt. Deuxième avantage, c'est le pardon fiscal. Donc, au cours des 3 premiers mois d'adhésion, si vous informez l'administration fiscale des éventuelles insuffisances, inexactitudes ou omissions de vos déclarations antérieures, le pardon fiscal passe et vous n'aurez même pas de taux, même pas de pénalité de retard à régler. Donc ça peut être quand même assez conséquent comme avantage. Donc voilà, la sécurisation juridique et fiscale de votre entreprise, ça rentre dans le cadre de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fameux examen de conformité fiscale. Donc ici, on renforce avec cet examen-là la sécurité fiscale, tout simplement, parce qu'effectivement, ils ne viendront pas contrôler les déclarations que nous avions déjà préauditées, et une sécurisation au niveau juridique, tout simplement, même si vous êtes reconsidéré, enfin, même si l'administration reconsidère certains points sur lesquels nous, on aurait validé, vous avez la possibilité de demander les honoraires que vous avez réglés pour faire cet examen de conformité fiscale. Hein, voilà. Donc, qui peut adhérer chez nous, à un centre de gestion agréé, une association de gestion agréée, pardon, c'est tous les professionnels, hein, quel que soit si vous exercez en individuel ou en société. Voilà. L'important, c'est d'être sous le régime de bénéfices non commerciaux, hein, que l'on soit en micro-BNC ou en micro-entreprise, peu importe. Et même les bénéfices non commerciaux non professionnels, donc ceux qui n'exercent pas à titre habituel une activité professionnelle, peuvent aussi adhérer à une association agréée. Et donc, les délais, quand on est en début d'activité, pardon, c'est dans les 5 mois du début de l'activité. Après, si on régime de croisière, hein, si on n'avait pas encore adhéré, donc la première adhésion doit intervenir avant le 31 mai de l'année au cours de laquelle on veut bénéficier des avantages. Et si c'est une réadhésion, en ce moment-là, il faut le faire. Si vous avez déjà adhéré, vous avez démissionné, que vous décidez d'adhérer encore à une association, il faut le faire avant le 31 décembre de l'année précédent, celle au cours de laquelle on veut bénéficier des avantages. Hein. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur une adhésion à une association de gestion, et en l'occurrence à Ogalia, qui est votre organisme de proximité. Voilà. Le maître mot, c'est celui-là, se faire accompagner. Et vous êtes libéral, mais peut-être pas seul. Voilà, si vous nous rejoignez. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, pour tous les libéraux, hein, qui sont ressortissants donc, du FIFPL, vous pouvez dès aujourd'hui retenir que vous avez 5 jours de formation d'aide à la création, hein, si vous êtes dans votre première année d'installation. Sinon, vous avez les 2 jours de formation
en tant que chef d'entreprise si vous êtes déjà installé. Donc, sur ces points-là, il n'y a aucune démarche administrative. On s'occupe de tout dans le cadre de la Maison des professions libérales, hein, donc en collaboration avec le RIFPL. On s'occupe de toutes les formalités de prise en charge. Donc, pour vous c'est transparent. Vous n'avez qu'à choisir les formations qui vous conviennent et puis les suivre. Et si vous n'êtes pas ressortissant du FIFPL, ben on vous délivrera une convention qui, pour vous permettre de prendre en charge euh, vos frais de formation dans vos organismes respectifs. Voilà à peu Oui. près ce que l'on peut dire à ce niveau-là. Voilà. Donc, juste pour ajouter pour les gens qui nous écoutent, donc le FIFPL est un fonds interprofessionnel de formation des professions libérales, c'est-à-dire que tout entrepreneur qui s'installe, donc y compris les micro-entrepreneurs, cotise à la formation professionnelle. Hein, et donc, dans certaines situations, s'il y a eu des cotisations versées, effectivement, ça donne droit à la prise en charge de formation. Alors, au cas par cas, bien évidemment. Et puis, pour ajouter, hein, peu importe qu'on soit en micro-entreprise, entre guillemets, auto-entrepreneur, on a le droit, effectivement, puisque les prélèvements tous les mois ou tous les trimestres que l'on a choisi, il y a actuellement, on a ajouté le taux de un pourcentage pour la formation. Hein. Et donc, on a le droit. Tous les libéraux qui sont en entreprise libérale dépendent du FIFPL. Hein. Donc, la question ne se pose plus à ce niveau-là. Dès qu'on est en auto-entreprise, en micro-entreprise, auto-entrepreneur, l'ancienne appellation, on relève, on est ressortissant du FIFPL. Donc, effectivement, éligible à ces formations-là, les 5 jours si on est dans la première année d'installation. Merci, Monsieur Babella. Bon, on arrive donc, je pense, à la fin de cet atelier parce qu'il est donc bientôt 12h15. Donc, je vais poser la question donc à Élodie si on a des questions. Je ne sais pas si... Donc, pas de questions. En tout cas, n'hésitez surtout pas, hein, s'il y a là, le temps que j'annonce donc les prochains ateliers du mois. En tout cas, merci beaucoup à Daniel Liseux, notre trésorier. Merci beaucoup à Monsieur Arsène Babella d'Ogaïa pour votre intervention. Donc, sachez que l'intervention donc sera donc enregistrée, donc vous pourrez la réécouter. Enfin, en tout cas, s'il faut retenir chose, c'est donc comme quoi les incidences sociales et fiscales ne sont pas à négliger. Hein. Donc, quand on travaille son projet, il est important donc je dirais alors, attendez, je vous ai perdu, je crois, non? Vous me voyez? Oui, on voit. Bon, non, parce que j'ai l'impression que, voilà, du fait que j'ai enlevé le... Donc, en tout cas, il est important d'être accompagné et d'anticiper hein, tous ces points pour faire les meilleures options possibles pour vous. Hein, le but étant d'optimiser votre démarrage et de démarrer dans de bonnes conditions et de savoir évoluer au bon moment, hein, si je puis dire, hein, je pense, par rapport à l'exercice de votre profession. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont encore parmi nous, donc je vous invite à nous rejoindre donc demain. Donc, nous avons un atelier donc, sur J'ai besoin d'un financement, j'argumente. Donc, demain à 11h, jeudi 12 octobre. Donc, nous allons aborder justement les éléments du plan d'affaires incontournables à construire pour faire les bons choix. Vous allez entendre parler de compte de résultats prévisionnels, de plan de financement et de plan de trésorerie. Je pense que ce sont des éléments qui permettent justement qui sont des aides à la décision et qui vont aider à argumenter la demande de financement. Ensuite, en présentiel, donc cette semaine, nous avons donc aujourd'hui, c'était ce matin, donc il y avait un atelier, excusez-moi, sur Avrelus-Renoy. Et donc ensuite, on entame donc les ateliers de la semaine prochaine. Donc un atelier sur les financements, le financement et les ressources que l'on peut mobiliser autour d'un projet mardi 17 octobre à 11h en webinaire. Un atelier pour les personnes qui se sentent, qui ont des valeurs hein, sociétales ou environnementales. Nous aurons un atelier donc le mercredi 18 octobre à 11h sur l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat engagé.
le 20 octobre en webinaire, notre dernier atelier du mois sur donc comment faire décoller votre projet dans le domaine de la transition durable. Nous aurons nos collègues, nos partenaires de Rêve 3 qui viendront donc expliquer et je dirais présenter leurs outils d'accompagnement et de financement. Et donc en présentiel la semaine prochaine, donc créer et reprendre une entreprise des aides disponibles sur la communauté de communes des villes sœurs, donc sur eux, donc sur l'ouest du département. Comment financer mon projet? Rencontre avec les banquiers partenaires du financement du territoire, jeudi 19 octobre à 10 h, donc à la communauté de communes Somme Sud-Ouest, donc sur Poix-de-Picardie. Et pour toutes les personnes que ça intéresse d'entendre des témoignages, on a donc le jeudi 19 octobre à 17 h à l'université Picardie-Jules Verne dans les locaux de l'IAE qui nous accueille. Donc, ils ont moins de 30 ans et ont osé s'installer. Donc, des témoignages de jeunes qui ont plongé vers l'aventure entrepreneuriale. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que nous n'avons toujours pas de questions. Un petit mot simplement pour bien rappeler que l'ensemble des professions libérales qui ont un projet d'installation et surtout des besoins de financement, que nous sommes également présents pour, dans certains cas, de pouvoir leur prêter de l'argent, c'est-à-dire le prêt d'honneur, qui est un prêt sans intérêt et sans garantie. Et nous pouvons aussi, sous certaines conditions, venir garantir les financements bancaires que vous serez susceptible de souscrire. Et on est là également, donc Initiative Somme et France Active Picardie, on est là aussi pour vous aider dans le financement et surtout garantir les financements. Donc, oui, les professions libérales ne sont pas du tout exclues de notre dispositif. Non, pas du tout. Donc, dans certains cas, on pourrait avoir quelques exclusions d'ordre réglementaire, mais globalement, nous pouvons également vous intervenir dans ces financements et dans ces garanties comme toute autre entreprise en création. Voilà, création ou sur les 3 premières années selon les lieux d'installation ou selon vos profils. Hein. Et effectivement, si on est sur de l'engagement, entrepreneur engagé, c'est à tout stade de vie. Hein. Donc, en tout cas, n'hésitez pas donc à nous contacter si vous avez des informations complémentaires à nous demander. Mais en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Babella, pour votre temps, pour votre disponibilité. Merci, Daniel. Et donc, au revoir à tous et j'espère qu'on vous retrouve tous demain donc, pour l'atelier sur le financement. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien jeudi 12 à 11 h. Bon appétit à tous, au revoir. Merci. Au revoir. Merci.